L'ambition, hein, comme je disais, c'est d'être la marketplace du déplacement terrestre. Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode des Experts Marketplace. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Frédéric Mazzella, qui est président et fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Alors, pardon aux auditeurs pour les petits désagréments sonores, mais pour des raisons de pandémie Covid, on est obligé de faire cet enregistrement à distance. Mais tout va très bien se passer et tout va être audible. Alors Frédéric, Blablacar, tu vas nous en redire quelques mots, bien sûr. Enfin, tout le monde connaît, c'est une plateforme à l'origine de covoiturage qui est en train d'évoluer vers un modèle d'opérateur de transport. Vous avez une forte communauté, une forte marque avec beaucoup de valeurs. Et ce qui nous intéresse dans les experts marketplace, c'est de regarder les composantes du business model marketplace et de voir comment Blablacar est une marketplace aussi à part entière et crée de la valeur à partir de ce business model. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est pendant ce podcast de se concentrer sur quatre temps. On va reparler de la proposition de valeur de Blablacar en tant que justement marketplace de mise en relation d'une offre de transport avec une demande de transport. On va également parler ensuite des drivers, enfin de ceux qui sont les offreurs de transport. On va parler aussi des passagers, on va les appeler les clients, enfin ceux qui achètent le service. Et puis, on dira quelques mots sur les transactions. Voilà. Ça te va? C'est parti, très Parfait. bien. Alors, est-ce que tu peux déjà, dans cette première partie, bien sûr, avec tes mots, nous représenter Blablacar, sa proposition de valeur, ainsi que quelques chiffres? Oui, alors bon, Blablacar, au-delà du covoiturage qu'on connaît maintenant bien, c'est le réflexe mobilité. Enfin, en tout cas, c'est vers là qu'on tend, c'est-à-dire la possibilité de venir réserver à peu près n'importe quel moyen de transport. Aujourd'hui, du covoiturage et du bus, et puis plus tard, voilà, on verra comment ajouter aussi d'autres moyens de transport. On veut être cette plateforme qui, quelque part, permet justement d'aller réserver un peu tout. Donc aujourd'hui, alors le covoiturage lui-même, les avantages, on les connaît, c'est des coûts partagés, donc c'est vraiment un moyen de se déplacer qui est très économique. C'est aussi moins de pollution, ça c'est un petit peu plus ce qui va motiver notre équipe aujourd'hui à donner le maximum d'énergie. Ça motive aussi les utilisateurs, mais disons que c'est principalement généralement quand même le prix, enfin le prix abordable qui motive un petit peu tout le monde et le partage, et puis la convivialité surtout des trajets. Voilà, au niveau chiffre, aujourd'hui, c'est à peu près 100 millions de membres dans 22 pays et une équipe d'un peu plus de 700 personnes. D'accord. Alors, tu disais en fait que vous avez évolué dans votre offre, bien sûr, parce que moi, je me souviens de Find a Ride, qui était l'offre covoiturage de la plateforme. Vous êtes vraiment maintenant sur une offre de mobilité. Donc, vous avez ouvert la plateforme effectivement à des solutions de mobilité par bus. Vous allez le faire Oui. aussi pour des modes de transport doux, urbains, de type trottinette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément dans la feuille de route? Alors, sur les trottinettes, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on est en partenariat là, avec Voi. Donc, ce n'est pas directement nous qui le faisons, mais disons qu'on a un partenaire et que on a des trottinettes qui opèrent sous la marque Blabla Ride, opérées par Voi. Donc voilà, donc non, pour l'instant, c'est tout, c'est-à-dire c'est covoiturage, bus et trottinette. Par contre, dans covoiturage, il y a deux versions. Il y a le covoiturage longue distance, qui est un petit peu ce que tout le monde connaît, et puis il y a le covoiturage courte distance, c'est-à-dire domicile-travail, avec une appli qui s'appelle Blabla Lines et qui permet de trouver des trajets le matin et le soir, donc pour des distances beaucoup plus petites, puisqu'en moyenne, ça va être, on va dire, entre 20 et 30 km sur les trajets domicile-travail, alors que sur Blablacar, c'est des trajets plutôt autour de 250 km. D'accord, donc vous adressez finalement sur le covoiturage à deux segments de marché, euh, avec notamment cette nouvelle offre qui est plus donc pour du covoiturage professionnel. C'est-à-dire que tu as également aussi là, des entreprises qui peuvent devenir des clients de l'application. Alors oui, directement, enfin, on va dire les gens qui utilisent le service sont toujours des particuliers, mais c'est des particuliers qui peuvent être employés dans certaines sociétés. Donc à ce moment-là, nous, on a des accords avec les entreprises de manière à pouvoir développer l'offre de covoiturage au sein de leur population d'employés. Mais ça reste quand même sur les déplacements domicile-travail. C'est pas sur les déplacements professionnels Non, des d'accord. collaborateurs. C'est vraiment quand même sur les trajets du matin et du soir pour aller au travail.
D'accord. Et donc, l'accord que tu as, effectivement, ça reste aussi du C2C, mais tu as des accords, vous avez des accords avec les entreprises, une politique de développement d'offres pour les entreprises pour qu'elles fassent connaître l'offre à leurs collaborateurs, et puis peut-être qu'il y ait des tarifs négociés également ou des choses de ce type-là. Alors après, les aides, il peut y avoir des aides qui sont fournies par des régions. Ça a été le cas en Île-de-France pendant pas mal de temps, où en fait il y a une réduction qui est payée par la région, un petit peu comme la contribution évidemment qui est faite sur les transports en commun. Donc en fait, Blablacar c'est un petit peu on va dire le SNCF, c'est-à-dire les trajets plutôt longue distance, et puis Blabla Lines c'est plutôt les plus courts trajets, donc RATP quoi, pour simplifier. C'est plutôt notre Blabla Lines à nous, c'est le métro, et le Blablacar, c'est plutôt le train, quoi. D'accord. Alors, bon, évidemment, vous avez apporté par rapport au marché d'origine, enfin, ça tentait qu'il y avait un marché, tu connais bien le covoiturage depuis longtemps, mais c'est vrai que quand on revient sur les origines, on avait plutôt la référence à des manières de se déplacer qui étaient plus de l'autostop, donc des choses très confidentielles. Vous avez à la fois vous structuré totalement ce marché, vous l'avez professionnalisé, vous avez finalement aussi créé une nouvelle offre. Et est-ce que tu peux nous dire un peu justement par rapport aux anciennes méthodes, quelle révolution vous avez apporté? En fait, si on regarde l'autostop, Blablacar a corrigé tous les défauts de l'autostop, en gros. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des problèmes qui se sont avérés avec le temps, avec l'autostop, qui sont on ne sait pas ni quand ni avec qui on part, on ne sait pas d'où on part non plus, et puis il y a aussi le côté les passagers ne payent pas, ce qui fait que l'équilibre de la relation entre le conducteur et les passagers, quand vous avez des passagers qui ne payent pas, il est compliqué. Nous, ce qu'on a apporté avec évidemment Blablacar, et puis toute la digitalisation du domaine, c'est la possibilité justement d'avoir beaucoup plus d'informations, d'être plus précis, d'amener une couche de confiance. C'est-à-dire que eh bien, sur Blablacar, évidemment, on sait d'où et quand on part, on sait avec qui on part. Donc ça, on le sait avant, on le sait pendant et on le sait même après. Donc ça, c'est très important. Et on partage les frais. Et partager les frais, c'est très important aussi justement pour la relation entre un conducteur et le passager, puisque là, on équilibre, c'est-à-dire que le passager bénéficie de la voiture du conducteur et donc se fait déplacer, mais il contribue aux frais. Ce n'est pas du D'accord. tout la même chose qu'un autostoppeur qui ne paye rien. Et donc là, on a une relation équilibrée. Et quand on a une relation équilibrée, en fait, on peut développer un service de manière beaucoup, beaucoup plus massive que si on repose quasiment sur du don. Ouais. Parce que là, ça ne va pas très loin, le don, en fait, malheureusement. Ouais, donc ça c'est intéressant. Il y a deux dimensions. Il y a les dimensions aussi UX, comment tu donnes aussi un outil qui permet de faciliter la mise en relation. Oui, alors après, voilà. Ouais, alors je parlais des problèmes de fond, Ouais. c'est-à-dire expérientiel, mais effectivement, au niveau UX, ce qu'on a apporté aussi, c'est la facilité, évidemment, de ce qu'une place de marché peut apporter, c'est-à-dire qu'on trouve très facilement, très efficacement, une personne avec qui partager un trajet au même moment. Donc ça, c'est la valeur ajoutée, évidemment, de la mise en commun de tous les trajets. Mais, Pardon, mais voilà, ce que je voulais mentionner, c'est juste par rapport à l'autostop qui se faisait sans plateforme, ce que déjà, on a corrigé comme problème de fond. d'accord. Et puis il y a une dimension prix sur laquelle on reviendra. Justement, à ce Oui. sujet, beaucoup de gens se demandent toujours comment ces places de marché, au sens où voilà, mise en relation d'une offre, d'une demande qui va jusqu'à une transaction, comment elles gagnent de l'argent, parce qu'effectivement, il y a aussi des coûts d'acquisition de ces clients qui sont assez élevés. Donc vous, le modèle économique de Blablacar, c'est quoi aujourd'hui? C'est un modèle transactionnel. Alors, c'est hyper simple, hein, c'est-à-dire que quand un passager va payer, par exemple, 23 € en ligne, eh bien, on va garder 3 € pour payer déjà les TVA et puis tous nos frais, et puis on va reverser 20 € au conducteur. Donc, c'est extrêmement simple, c'est même extrêmement sain, c'est-à-dire que comme c'est par transaction, eh bien, plus il y a du volume, plus nous, on a du travail et plus on a de la rémunération qui va en face. Donc, ça grandit exactement en fonction du volume d'utilisation. Donc, c'est très, très sain. Voilà. Par contre, on a quand même essayé 6 business models avant d'arriver à celui-là, Ouais. qui est très, très simple, mais qui est très simple dans la conception, c'est-à-dire imaginer imaginer ce que c'est. En revanche, pour la mise en place, c'est compliqué parce que c'est des dizaines de milliers de transactions entrantes, des dizaines de milliers de transactions sortantes chaque jour. Ouais. Et forcément, ça demande un aiguillage Ouais. bien ficelé, quoi. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans les sujets marketplace et tous les gens qu'on reçoit dans ce podcast,
nous disent qu'effectivement, de la conception à l'exécution, il y a un gouffre et que l'exécution, Oui, c'est quelque chose de clé, surtout quand il y a des flux complexes à gérer, notamment des flux de transactions, des flux de paiement, etc. Avec, en plus, j'imagine, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, il faut à un moment déclencher le règlement à partir du moment où la course a été effectuée. Donc, il y a plein de triggers finalement à prendre en compte. Alors, dernière chose sur le modèle économique, vous avez fait aussi promis à mettre en avant des partenariats avec des assureurs, ce qui était quelque chose de malin dans la proposition de valeur à votre communauté, parce qu'il y avait cette question de savoir qui est assuré quand on monte dans une voiture, etc. Ça, c'est aussi des modèles un peu plus d'affiliation, c'est de l'apport d'affaires finalement pour les compagnies d'assurance. alors oui, c'est aussi c'est assez large. C'est-à-dire que la question assurantielle, dès qu'on prend une voiture, elle est présente dans l'esprit des gens. Et donc, de ce fait, le simple fait d'avoir un partenaire assurance avec nous, eh bien, ça rassure les gens et on offre euh, quelques options supplémentaires. Mais ce qu'il y a, c'est que de facto, dans la manière avec laquelle le covoiturage s'opère, toutes les assurances des voitures fonctionnent. Des voitures de particuliers. Donc, en fait, il n'y a rien à changer dans l'assurance pour être parfaitement assuré. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est des services additionnels. Par exemple, quand on oublie un objet dans une voiture, quand on a par exemple un pneu crevé et qu'il faut ramener tout le monde à la maison, les assurances parfois ont tendance à simplement ramener tout le monde au même endroit. Là, nous, grâce à l'assurance avec Blablacar, ça ramène chaque passager à sa destination. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on va rajouter et qui sont spécifiques au covoiturage par rapport aux options des assurances habituelles. Mais en vrai, le covoiturage est déjà totalement couvert par les assurances. Donc, le fait de faire un partenariat nous avec des assurances, c'est pour amener de la crédibilité et de la rassurance à tout le monde sur l'activité de covoiturage. Et deux, oui, il y a une source de revenus, mais qui est aujourd'hui quand même marginale par rapport à l'activité cœur. C'est-à-dire que, bah oui, on n'opère pas non plus les services d'assurance que l'on offre à la communauté à perte, parce que ce Ouais. serait assez Ouais. bête de notre part. Donc, on les équilibre, mais en termes de contribution de revenus, c'est assez faible par rapport évidemment au service principal. Alors ça, c'est intéressant parce que aussi dans les marketplaces, on voit qu'il y a beaucoup de développement de services additionnels au service d'origine de la marketplace qui donnent de la valeur aussi à l'offre d'origine. Mais donc, ça s'inscrit aussi dans cette lignée. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se concentre un peu plus sur l'offre de transport sur la plateforme. Alors, bien sûr, il y a les Blablabus dont tu parlais, il y a l'offre aussi des trottinettes en partenariat. Mais quand on regarde les drivers, donc vos drivers, en fait, vous les recrutez par le bouche à oreille de la communauté. C'est quoi les modes d'acquisition de ces drivers? Alors, bon, c'est ça, c'est le principe même de n'importe quel plan de communication, hein, c'est d'aller chercher les utilisateurs ou les clients là où ils sont. Donc, c'est vrai que nous, les conducteurs, ils sont dans les voitures. Je dis, excuse-moi si je dis des lapalissades, mais Il faut rappeler des événements euh, numériques, parce que c'est vrai, ouais. Ouais, ils sont dans les voitures. bah, ils sont dans les voitures. Alors, comment on fait pour parler aux conducteurs dans les voitures? Ben, on passe par la radio, quoi. Donc, c'est vrai qu'on aime bien la radio. Après, évidemment, on teste aussi tous les autres canaux d'acquisition. Parce qu'il faut voir, c'est que dans une stratégie marketing, il faut aller tester un petit peu tout et puis de toute manière calculer le taux de transformation Bien sûr. de toutes ces campagnes-là. Maintenant, on a des outils qui permettent de traquer tout ça dans tous les sens, de savoir effectivement quand on a passé tel ou tel spot à tel ou tel endroit, combien d'inscriptions ça nous a fait en plus. Donc, en fait, il faut vraiment traquer ça pour avoir une dépense optimale de son budget de Ouais, marketing bien sûr. Et vous acquisition. avez Donc, oui. compris, oui. Donc ça, c'est intéressant parce que bon, tu traques tout, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est même si ça paraît une évidence, ça va intéresser les auditeurs. Il faut toujours réfléchir à où sont tes clients, quoi. C'est vrai ils sont dans les voitures, donc ils écoutent la radio. Ça paraît. Ben voilà. Non, mais c'est quelque chose qui paraît à la fois, enfin, évident, mais à mon avis, pas tant évident que ça. Donc, toujours penser à où se trouve l'audience à qui on s'adresse, quoi, pour aller la toucher. Ouais, et donc voir après quels sont les moyens de parler à ces personnes-là. D'autant plus quand on leur parle,
Parce que bon, un conducteur, c'est quelqu'un qui va conduire de temps en temps, mais qui fait plein d'autres choses à côté dans sa vie. Donc, mais quand on parle et quand on parle de client justement ou d'utilisateur, c'est la personne dans la configuration d'utilisation. Ouais. Donc, c'est un meilleur moyen pour parler au conducteur. Enfin, c'est un meilleur moment de parler à un conducteur quand il est au volant de sa voiture via la radio que de parler à ce même conducteur, je ne sais pas, le dimanche après-midi quand il est avec ses enfants. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, il faut aller non seulement là où ils sont, mais au bon moment, quoi. Et on se rend compte que justement, ces médias-là, comme la radio, même aussi la télé, parce que enfin, vous avez fait des campagnes Oui. correctes, Ah bah après, on fait tous les canaux, hein, les canaux. mais effectivement, on mesure tous les rendements de chaque canal d'acquisition. D'accord. Je sais que tu as une très bonne vice-présidente marketing qui nous a d'ailleurs mis en relation. Ça, je lui fais confiance pour mettre en place tous les outils de tracking. Enfin, tu as aussi, j'imagine, des drivers qui sont aussi qui sont parfois des passagers ou inversement. Oui, alors justement, ça, c'est très important parce que quand on conçoit le service, enfin, nous, on a une perméabilité qui est très, très forte hein, entre les passagers et les conducteurs. On a beaucoup de passagers qui deviennent conducteurs et vice-versa. Donc, on est une vraie plateforme C2C. Les chiffres, c'est qu'on a plus de 60% hein, des gens qui font l'un et l'autre après quelques années, enfin quelques mois ou années d'inscription sur Blablacar. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion de service aux particuliers. Et bon, évidemment, on a des profils qui font que conducteurs et d'autres qui font que passagers, mais quand même, l'immense majorité fait un peu des deux. Ouais. Donc ça veut dire que d'une part, on est un vrai service C2C, hein, c'est-à-dire que quand on compare à d'autres plateformes, c'est assez facile de voir qu'il y a certaines plateformes sur lesquelles les gens qui fournissent le service ne passent jamais en mode client. Bien sûr. Notamment quand on nous demande, assez souvent, on nous demande de nous définir par rapport à Uber. On dit, voilà, nous, c'est pas la même chose puisque les conducteurs Uber, ils prennent pas les taxis, enfin, ils Ouais. prennent pas les VTC. Non. Et à l'inverse, les gens qui prennent les VTC se retrouvent jamais à conduire le taxi. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a une différence. Et nous, on est un service de particuliers, enfin vraiment entre particuliers. Et ça veut dire aussi que quand on design notamment nos pages d'accueil, il faut y penser parce que les portes d'entrée d'un passager, il faut penser que ce même passager, un jour, il sera conducteur. Et puis d'ailleurs, quand il publie son annonce, il va revenir chercher dans les résultats. Enfin, il fait un petit peu les deux, quoi. Ouais, donc il y a une question un peu pas de schizophrénie, mais tu es obligé à un moment où tu t'adresses à comme une grande partie, d'après le chiffre que tu donnes, de conducteurs qui sont également des passagers. Donc eux, finalement, ils s'attendent presque à avoir un espace unique où finalement ils gèrent à la fois leur offre de transport et puis leur recherche donc ça, c'est Et c'est ça qui est à la fois compliqué et magique avec une place de marché vraiment C2C, c'est que tu dois construire euh, deux services en même temps. ouais, tout à fait. Ouais. Tu construis un service et deux services massifs en même temps. Tu construis un premier service massif pour évidemment les passagers et un autre service massif pour les conducteurs. Et il faut que les deux grandissent à peu près en même temps parce que sinon tu as un gros problème. Ouais. Et voilà. Et alors, bon, évidemment, je pourrais parler du produit pendant des heures et des heures et on n'a pas tant de temps que ça. Mais Non, ce que non. je trouve aussi fascinant sur Blablacar, c'est que c'est une expérience totale. C'est-à-dire quand on parle d'UX, là, on ne parle pas juste de UI, c'est-à-dire on ne parle pas juste de l'interface du Non, produit. On non. parle d'expérience, mais complète, totale. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, ça peut passer au départ, soit par le téléphone mobile, soit par le web pour aller chercher quelque chose. Mais après, évidemment, très vite, on se retrouve avec des communications qui vont dans les boîtes mail, qui vont sur les téléphones mobiles, qui vont sur les comptes en banque et qui finissent dans la vraie vie quand les personnes se retrouvent sur un rond-point ou sur un parking et qui vont faire le trajet ensemble pendant plusieurs heures et qui vont se déposer là où ils vont, chez leur grand-mère ou ailleurs. Et donc, c'est extrêmement complet, total comme expérience utilisateur. Ça va de la pure expérience en ligne sur téléphone à dans la voiture et sur le compte en banque et dans la boîte mail et les notifs et il y a tout quoi. C'est Ouais. vraiment Et c'est intéressant parce que c'est effectivement, enfin, c'est une histoire en fait. C'est à chaque fois oui. une histoire qui commence quelque part et puis qui se termine, qui a aussi des effets, Et etc. c'est aussi ce qui rend la chose, alors bon, c'est fascinant, mais qui rend la chose compliquée parce que non seulement c'est une expérience totale, mais c'est une expérience sur plusieurs jours très souvent. Ouais. C'est-à-dire que l'expérience d'utilisation de Blablacar, c'est pas juste
bah, je sais pas, je me suis connecté, j'ai utilisé l'appli 3 minutes ou 10 minutes et puis après, c'est fini. Ouais. C'est sur plusieurs jours jusqu'à ce que j'arrive à destination. Donc, Mais bah, et ça, c'est intéressant aussi dans le cadre des marketplaces parce que beaucoup de marketplaces, c'est justement pas de l'immédiat et c'est fini, c'est effectivement des processus qui sont sur plusieurs jours. Par exemple, enfin, j'ai interviewé le patron de StaffMe, qui est une marketplace là, qui est numéro 1 en France des 18-32 ans, 18-30 ans, pour des petits jobs. Et en fait, bah, lui, tant que la mission n'est pas faite par le jeune qu'il a envoyé dans une entreprise, parfois ça prend plusieurs mois, il y a des contraintes d'activité. Donc, c'est une histoire aussi qui s'écrit et qui on revient à ce que tu disais tout à l'heure, du coup, complexe aussi à gérer d'un point de vue X, puis d'un point de vue aussi technique derrière, parce qu'il y a plein de flux d'informations qui sont séquencés dans le temps. Voilà. Donc, ça, ouais, ouais, tu as tout un parcours qui dure assez longtemps, dans lequel tu peux avoir bon, non seulement des timers qui se déclenchent, mais aussi bah, des actions évidemment faites par les gens eux-mêmes quand ils utilisent le service, qui peuvent modifier l'état du service. D'autant plus que nous, en plus, alors il y a autre chose qui est fascinant dans Blablacar, c'est que comme on n'a que des particuliers de chaque côté et qu'on n'a pas de professionnels, on n'a pas, comment dire, la réactivité ou l'omniprésence d'un professionnel. ouais. Je m'explique. Quand, par exemple, si on considère un schéma à la Uber, où tu as le passager qui va faire une demande et puis tu as des conducteurs qui vont te répondre parce qu'ils tournent autour de là où tu es. Ils vont te répondre dans les 30 secondes Ah oui. pour te dire c'est bon, je passe te chercher. Ouais. Bon, ça c'est possible parce que tu as toute une communauté de professionnels qui sont rivés, branchés à Ouais. leur smartphone et qui dès qu'il y a une alerte, ils font c'est bon, c'est pour moi. Ouais. Mais ça, en covoiturage, ça n'arrive pas. Nous, les gens, ils ont leur vie, quoi. Ils sont pas là en train de bosser, entre guillemets, et à attendre qu'il y ait une notif Blablacar qui tombe. Donc, tu ne peux pas avoir cette même approche. Et donc, tu as des. Ça te rend aussi les parcours beaucoup plus longs dans le temps parce que nous, on ne peut pas demander à nos conducteurs, notamment, d'être réactifs et de lui dire écoute, dès que tu as une alerte de réservation, on te demande de répondre dans les 40 secondes, sinon on le file à quelqu'un d'autre. C'est pas Oui, oui, possible. oui, mais ce qui est très compliqué aussi pour un service, parce qu'effectivement, vous vous retrouvez avec peut-être des passagers qui attendent, voilà, qui attendent une réponse qui ne vient pas, etc. Mais comme tu dis, les drivers, ils ont leur vie, leurs contraintes. Donc, très bien. Oui, et ça, du coup, alors, comment vous le gérez, ça? Enfin, vous le gérez de quelle manière vous essayez Bah, d'apporter des solutions? Alors, c'est marrant parce que il y a différentes manières et justement, on expérimente pas mal, mais sur Blablacar pur, de toute manière, c'est one-to-one, c'est-à-dire que le passager fait une demande, elle va au conducteur jusqu'à ce que le conducteur dise je te prends ou je te prends pas, ou alors que ça fasse time out et que à ce moment-là, on répond au passager, on dit bon ben, le conducteur n'a pas répondu dans les temps, donc vous pouvez essayer quelqu'un d'autre. Mais sur Blabla Lines, justement, qui est notre appli domicile travail, là, on fait autrement, c'est-à-dire que quand on a une demande de passagers qui arrive, on envoie sur plusieurs conducteurs qui font le même trajet à peu près au même moment. Et on a une sorte de. C'est un peu plus complexe qu'un round robin, mais c'est un petit peu quand même une distribution façon centrale, où Non. là, on envoie au premier conducteur la demande du passager, au D'accord. conducteur le plus pertinent. On lui laisse, alors ça dépend des algorithmes et des tests qu'on fait, mais on peut lui laisser 2, 3, 5 minutes. D'accord. S'il n'a pas dit je te prends ou je te prends pas dans les 2, 3, 5 minutes, pouf, on envoie la demande à l'autre Ouais. qui matche le mieux, et puis à l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui accepte. Donc d'un point de vue passager, ça a le confort de faire une demande et puis d'oublier, et puis ensuite, pouf, il y a un conducteur qui accepte. Par contre, ça peut venir une minute après, comme un quart d'heure ou une Ouais. demi-heure après. Mais par contre, on a fait la demande qu'une seule fois. Et nous, de notre côté, on gère la complexité d'aller demander à plusieurs conducteurs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui accepte. Mais ça, c'est des modèles en fait assez différents. Ouais. Sur Blablacar, on est sur un modèle one-to-one. Sur Blabla Lines, on est sur un modèle one-to-many, si tu veux, c'est-à-dire le passager fait une demande et puis on attend les réponses de plusieurs conducteurs. D'accord, ouais, ça c'est très intéressant. Euh, Après, sur ces offres de transport, etc., sur les drivers, tu parlais tout à l'heure de la confiance, notamment par rapport à l'autostop, etc. Enfin, il n'y avait que des hippies qui étaient plein de bonnes intentions, mais euh, comment vous onboardez, enfin, c'est le terme qu'on utilise en marketplace, les drivers pour notamment être sûr que
le permis de conduire qui mettent, conduisent et est un vrai permis de conduire, qu'il y a pas de… Ou est-ce que vous avez d'ailleurs des tentatives un peu de fraude, Alors etc. oui, comme souvent, j'allais dire que dans la confiance comme dans la sécurité, c'est une collection de petits indices collectés les uns après les autres qui construisent au final une grande confiance ou une grande sécurité. Quand tu conçois de la sécurité en informatique, c'est rare que tu te dises je vais faire un protocole de sécurité avec un gros mur et puis ça suffit. Non, c'est En des général, preuves, des faisceaux de preuves, ouais, c'est ça. ouais, voilà, c'est tout un faisceau de choses qui te Mm. font au final développer une conviction d'ultra sécurité. Et c'est la même chose avec la confiance. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, enfin, moi, j'avais beaucoup travaillé conceptuellement là-dessus, sur la construction de la confiance dans une communauté, justement, de plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions de personnes. Et les paramètres dont on a besoin. Donc, j'avais développé un modèle qui s'appelle Dreams, Mhm. avec 6 lettres, donc du mot Dreams, Ouais. qui sont les piliers, enfin, ce que j'avais appelé les piliers de la construction de la confiance en ligne. Le D, c'est pour les informations déclarées. Le R, c'est pour les ratings. Mhm. Le E, c'est pour l'engagement. Et le A, c'est pour l'activité. Le M, c'est pour la modération que la plateforme fait. Et le S, c'est pour social. C'est quand tu relis les profils à des profils Facebook ou des profils LinkedIn, par exemple. Donc, tu relis tes profils Blablacar à d'autres profils, d'autres social networks. Et en fait, quand tu cumules tous ces paramètres-là, c'est-à-dire que les informations déclarées, ça va être nom, prénom, et puis âge, et puis ta photo, enfin voilà, des informations un petit peu quand même générales. Le R, ça va être les feedbacks des autres membres, donc les ratings. Ça, c'est hyper important pour développer ta confiance aussi. Le E, donc l'engagement, c'est le booking system, c'est-à-dire qu'un passager, il s'engage quand il va payer à la plateforme 20 euros et que le conducteur sait que le passager a déjà versé ses 20 euros, eh bien, c'est une forme d'engagement. Et quand le conducteur accepte le passager, c'est également une forme d'engagement parce qu'il sait que le passager lui-même s'est engagé. Enfin bon, bref, ça Ouais, t'engage sur le futur. tout à fait. Le A, c'est l'activité. Donc, sur le profil, tu vas voir si le profil a été créé il y a 2 heures ou si le profil a été créé il y a 6 ans et que c'est quelqu'un Ouais. qui a déjà fait 198 covoiturages. Enfin, voilà, tu vas Ouais. avoir une notion d'activité. Tu vas savoir s'il était logué la semaine dernière ou s'il était logué il y a 1 heure. Ouais. Tout ça, ça va te renforcer ta confiance aussi. La modération, c'est tout le travail que la plateforme fait pour justement construire et administrer tout le service. Donc, on vérifie, on modère les contenus, on fait attention à tout ce qui est publié. Et c'est là-dedans que rentre notamment pour nous la vérification des numéros de téléphone mobile, la vérification des papiers d'identité qui peuvent être entrés, donc soit identité, soit permis de conduire. Et là, les permis de conduire, on ne les demande pas forcément, enfin, on ne force pas les gens à les rentrer, mais comme c'est marqué sur le profil de quelqu'un, si oui ou non il a renseigné Oui. son pièce d'identité, ça incite tout le monde à le faire parce qu'on sait que c'est ça c'est quelque chose qui rajoute de la confiance pour tout le monde. D'accord. Non, mais Et, ça, c'est fondamental. Enfin, alors, en plus, derrière, il y a des sujets de méthodologie de vérification. Enfin, c'est tout le KYC dont on parle et avec lesquels les marketplaces ont de plus en plus aussi de difficultés parce que c'est de la charge aussi de vérifier tout ça. Alors, il y a vous êtes sur du C2C. Pour des marketplaces qui sont plus sur du B2C ou du B2B, je dirais la vérification de l'identité d'un professionnel, c'est quelque chose de plus naturel. Tu parlais tout à l'heure, les professionnels sont effectivement plus prêts à un certain nombre de choses qu'un particulier. Mais en revanche, il y a aussi des technos qu'utilisent. Je ne sais pas, tu connais sans doute Hubble, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je sais qu'il y a un outil qui permet de faire de la vérification vidéo d'identité, de profil. Et c'est aussi des solutions que certaines marketplaces auxquelles elles réfléchissent pour pouvoir en fait sécuriser l'onboarding notamment. Voilà. C'est de la confiance que tu montes avec quelqu'un qui, s'il n'a pas le permis ou s'il a un faux permis, bon, c'est lui qui sera verbalisé. Mais, très bien. Non, mais c'est intéressant, votre approche faisceau de preuves aussi, parce que tu as raison, enfin, c'est pas un seul mur et puis il ne se passe rien si tu ne le franchis pas, c'est des faisceaux de preuves. Alors, pour maintenant, un peu comme le temps tourne et il nous reste une dizaine de minutes, mais c'est passionnant sur les passagers. C'est quoi un peu la sociologie des passagers Blablacar aujourd'hui, le profil si tu as des éléments à nous partager. Oui, alors on va dire il y a 3 tiers, ça si on parle de l'âge, Ouais. si on regarde sur l'âge, il y a 3 tiers, c'est à peu près un tiers de 18-25 ans, un tiers de 26-35 et puis un tiers de plus de 35. Alors, Après, on sait que les cadres sont majoritaires parmi les conducteurs
et donc, c'est un tiers des conducteurs Blablacar. Alors, je ne sais pas si tu t'intéresses à la sociologie des conducteurs, des passagers. Enfin, là, tu me parlais passagers, mais enfin, il y a un Ouais, petit peu de plus de tout. passagers, mais si tu veux dire conducteurs, comme on a dit tout à l'heure que pas mal de passagers étaient des conducteurs. Mais tout à fait, donc sur les Oui, conducteurs. voilà, c'est ça qui est toujours difficile quand on parle de l'un ou de l'autre. Chez nous, ils sont un peu les deux. Alors, mais en tout cas, on sait que, alors si on regarde juste les passagers, on va dire des comportements passagers, on a, entre guillemets, que 28% d'étudiants. Je dis que parce que très souvent, on a tendance à penser euh, je sais pas, enfin, très souvent on me dit, ah, mais c'est les étudiants qui utilisent le carte. Je dis, Non, oui, mais bon, tu as bah, c'est raison, c'est l'image 28%, qu'on a, donc c'est c'est. la perception qu'on en a. Ouais, tout à fait. Donc c'est intéressant de Ouais. déconstruire. Bon, c'est un gros quart, mais enfin, c'est pas non plus les trois quarts, quoi. D'accord. Donc en fait, quand même, les trois quarts sont pas étudiants. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que on voit bien que le service, il pénètre toute la population. Faut voir sur la France, c'est quand même 18 millions d'inscrits, hein. Donc on parle d'un quart de la population pour le coup, et un tiers de la population adulte, hein. Donc c'est quand même, et parce que nous, on considère évidemment les gens à même d'utiliser Blablacar qui ont plus de 18 ans. Parce que Ouais, en fait, d'accord. le service n'est ouvert que pour les gens D'accord. majeurs. Oui, d'accord. Donc du coup, nous, tu vois, on a un tiers de cette population-là qui est inscrite sur Blablacar. Donc c'est forcément euh, assez large en termes de pénétration. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes les classes d'âge et qu'on a enfin, on est représentatif un petit peu quand même de la population globale. Bien sûr. Bah, ouais, ouais. C'est devenu, ouais, c'est là qu'on voit que l'entreprise a atteint une taille critique. C'est quand la sociologie, c'est le reflet enfin, de l'ensemble de la population. C'est pas simplement une Mm. tranche. Et alors sur les voitures aussi, hein, c'est marrant parce que quand on regarde les types de voitures qu'on a Ah sur oui, Blablacar, bah, en fait, on est représentatif du marché tout court, hein. d'accord. Oui, C'est-à-dire oui. que la première voiture, ça doit être la Clio, puis après, je sais plus. Enfin, tu regardes le classement des ventes des voitures en France et tu regardes le classement des voitures sur Blablacar, tu te dis, bon, bah, c'est vrai, elles n'ont pas disparu, quoi. C'est les Bon. mêmes. Vous êtes devenu, ouais, un vrai phénomène de société. Quand on parle également alors je me souviens moi que sur la plateforme aussi il y a des éléments pour fidéliser aussi les conducteurs et puis également les passagers, des éléments de gamification. On s'était parlé un peu de jeu la dernière fois pour préparer l'entretien. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus sur la manière dont tu proposes des statuts aux conducteurs, aux passagers qui évoluent et qui leur donnent envie de réutiliser le service, de proposer leur service. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, alors c'est marrant parce que bon, alors, gamification, ça va un peu loin, hein. Pour ce qu'on fait, nous, on ne fait pas vraiment de la gamification. Ce qu'on fait, c'est on fait plutôt de la fidélisation, on va dire, par statut. Et ça, c'est hyper important, effectivement. C'est-à-dire que bah, plus on fait du covoiturage, plus on collectionne des avis, notamment d'autres covoitureurs. Et ça, bah, c'est un petit peu ça le côté, on va dire, addictif du service. C'est juste comme on le fait. Alors, si on est conducteur, on le fait souvent quand même parce qu'on a aussi envie de rendre Oui, service. bien sûr. Et en fait, la concrétisation du fait qu'on a réussi à rendre service à quelqu'un, c'est d'avoir décroché un avis, et notamment un avis positif de la personne à qui on a rendu service et qu'on a aidé à se déplacer. Donc il y a le petit côté cumuler les avis. D'autant plus qu'après, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, plus on a d'avis, plus on utilise la plateforme, plus on renseigne ces informations. On en parlait tout à l'heure, de toutes les informations qu'on peut rentrer sur son profil, et plus on monte en statut. Donc, on a des statuts qui vont de débutant à ambassadeur. Et alors ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, les ambassadeurs, alors pour être ambassadeur, il faut être inscrit depuis plus d'un an, il faut avoir plus de 95% d'avis positifs, il faut avoir plus de 95% de son profil aussi renseigné, enfin bon, voilà, des choses comme ça. Et donc, au bout d'un certain temps, on peut devenir ambassadeur. Et c'est vrai que les gens qui ont le statut d'ambassadeur, qui sont entre 1 et 2% des inscrits, donc c'est pas forcément beaucoup. En nombre, par contre, en volume de personnes qui voyagent, forcément, ça représente beaucoup. Puisque c'est les gens qui utilisent le plus le service, eh bien, les gens qui ont le statut d'ambassadeur, ils sont très très attachés. Ça, on le voit, c'est extrêmement fort. Donc on va dire, avec les mots d'aujourd'hui, c'est notre gamification. Mais moi, je ne vois pas vraiment ça comme une gamification. Je vois plutôt ça comme un outil de construction de confiance qui est justement est bien plaqué sur la communauté pour la tirer vers le haut. D'accord. Non, enfin, je parlais de gamification parce que c'est des techniques en fait Oui, de oui, d'addiction qui ont été je vois employées. bien. Mais nous, enfin, on le Ouais, voit c'est pas pas le terme exactement comme ça, quoi. Enfin, que vous employez. Alors, une question aussi là-dessus. Donc, tu as des ambassadeurs qui sont
des frequent drivers ou des gens qui utilisent beaucoup le service ou qui sont aussi donc, qui voyagent beaucoup grâce à Blablacar. Comment ces gens-là, tu les associes à l'évolution de ton produit? Est-ce que c'est des gens il y a des comités d'ambassadeurs, il y a des gens comment tu les intègres? Oui, alors, et il y a même plusieurs niveaux parce qu'après, les super ambassadeurs peuvent devenir aussi helpers. Alors là, c'est encore le statut ultime au-dessus, c'est-à-dire qu'on va aussi aider les nouveaux. Et tu sais, quand tu arrives sur le site, tu as la possibilité de poser une question à nos helpers, justement. Euh, et en fait, ce sont des très, très grands utilisateurs de Blablacar qui vont te répondre. Et alors, que je me souvienne exactement des chiffres, je crois que c'est 92% des messages reçoivent une réponse en moins de 10 secondes. D'accord. Ah oui, là, il y a de la réactivité. Ouais, Ouais. c'est complètement dingue. C'est-à-dire, tu poses une question et poum, tu as les. Alors, on a plusieurs milliers en fait de helpers qui sont connectés. Enfin, ils se connectent quand ils veulent. Mais on retrouve justement l'ADN quelque part de Blablacar, de la volonté de rendre service, de se rendre service entre nous. Et là, tu as des ambassadeurs qui sont des helpers et qui sont branchés sur le service justement pour aller renseigner les nouveaux. C'est fabuleux. Et c'est là où on voit la vraie nature aussi du service C2C. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre service client ou quoi qui va répondre Bien sûr. directement aux questions des nouveaux venus, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça, c'est fabuleux. Bah, c'est là où tu C'est as une forme gagné. d'engagement. Après, il y en a d'autres. Mais... Du coup, tu peux t'épargner un centre de service ou un centre d'appel client. Alors, non, en fait, c'est marrant parce que ça diminue pas tellement le nombre de demandes qui peuvent être faites à notre service client directement. En revanche, ça facilite beaucoup l'onboarding justement des nouveaux parce que ils sont plus, ils posent plus facilement des questions. Ils posent des questions qu'ils n'auraient pas forcément posées à un service client. Alors, c'est vrai, au-delà de ça, avoir une réactivité Bah de ce oui. type-là sur une communauté de la taille de Blablacar, avec un service client dédié chez nous, je pense que c'est même pas trop possible. Enfin, ça veut Non. dire qu'il faudrait que notre service client soit 10 fois plus gros que ce qu'il est pour pouvoir fournir autant de réponses à autant de gens. Mais en fait, il y a un petit peu deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau où quand tu arrives, tu es nouveau, tu poses des questions. Ça va être des questions simples. Hein. Ça va être est-ce que je peux emmener mon chien? Ça va être comment je fais pour donner rendez-vous? Comment je fais pour savoir si, je sais pas, la personne va effectivement passer par là où je suis. Enfin, bon, différentes questions comme ça. Et c'est vrai que là, c'est plutôt les utilisateurs réguliers qui vont pouvoir être à même de te répondre. Mais le fait que quelqu'un te réponde, ça fait que du coup, tu t'es beaucoup plus accroché au service, mais ce n'est pas forcément des questions que tu seras allé poser au service client. D'accord. Ouais, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez effectivement une communauté qui partage des valeurs, donc qui est dans l'engagement, donc qui est prêt à s'aider, etc. Donc j'imagine qu'aussi, c'est un sujet qu'ont les opérateurs de marketplace, vous avez finalement un taux de litige qui est très faible que vous pouvez gérer quasiment de manière en appelant les gens au téléphone, quoi. Comment vous mettez? Alors, la plupart des échanges se font quand même par mail, hein, enfin, par message, la très très grande majorité, mais ça arrive effectivement qu'on prenne le téléphone. Bah, c'est toujours la même chose. Tu as plusieurs niveaux, tu as plusieurs cas, tu les gères différemment. On prend le téléphone, oui, tous les jours pour appeler quelques personnes sur des cas un petit peu plus complexes que d'autres, mais l'immense majorité est quand même se règle facilement par échange service client par mail. Hein. D'accord. Ouais, non, mais j'imagine qu'en plus, avec la construction de cette communauté, tu as finalement un taux de litige qui n'est pas celui Oui, euh, parce qu'il y a marketplace aussi, de la dans le foule. covoiturage, il y a aussi la notion justement de marketplace, voilà, et d'arrangement entre particuliers. Donc, les gens sont quand même dans Juste cette qu'ils ont logique-là aussi, quoi. ouais, ils sont là sous la responsabilité, enfin, sous votre marque, etc., qui est un tiers de confiance, mais ils se parlent aussi, enfin, ils traitent aussi entre eux. Très bien. Alors, on va finir juste 2 minutes sur les transactions. Moi, j'avais une question. Alors, vous êtes, vous collectez des flux, vous voyez passer beaucoup de flux financiers, vous êtes collecteur d'argent, puisqu'après, vous reversez une partie de l'argent donc aux conducteurs, etc. Donc du coup, vous n'êtes pas aujourd'hui, vous êtes pas aujourd'hui, vous traitez tout en interne, vous ne travaillez pas avec un prestataire de service de paiement. Bah, alors on a un prestataire de service de paiement externe, mais pas pour gérer les wallets exactement comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que toute la mécanique qui est reliée à notre service pur de notamment, tu vois, quand tu réserves, que tu annules, qu'il faut rembourser la moitié, qu'il faut Ouais. rembourser intégralement, qu'il faut transférer la moitié à l'auto-conducteur en dédommagement, des choses comme ça. Tout ça, c'est
c'est intimement lié au boyau interne du système de réservation de Blablacar et c'est très compliqué de le déporter. En revanche, évidemment, pour les flux eux-mêmes, les flux entrants et les flux sortants, on a un partenaire bancaire, mais c'est pas enfin, tu vois bien la différence, tu vois ce Ouais, je que je vois veux très dire. bien la différence. Ouais, non, mais c'est très clair, mais c'est un sujet aussi auquel sont confrontés les, euh, les, les opérateurs de marketplace qui, effectivement, utilisent des prestataires de services de paiement, mais se rendent compte que ce n'est pas lui qui va justement gérer des Mm. remboursements complexes, des systèmes de ventilation d'une commission complexe. Donc, c'est intéressant. Mais ce que je pense, c'est qu'on est à la limite de la taille à la fois des transactions et du volume pour véritablement internaliser tout ça, je pense. C'est-à-dire que si on avait, je sais pas, alors si on avait 10 fois moins de volume que ce qu'on a sur Blablacar, je pense qu'on ne pourrait pas se permettre de faire tout ce travail-là en interne parce que ça coûte quand même assez cher Ouais, c'est ça. en ressources hommes tout simplement à gérer un système comme ça en interne. Ouais. Et si on avait 10 fois plus de transactions, je pense que ce serait effectivement de toute manière pas du tout un questionnement. Il faut absolument tout intégrer. Et c'est à nous de tout gérer. Nous, on est un petit peu au milieu, je pense, mais on a fait le choix d'intégrer et c'est plutôt efficace. D'accord. Et sur le prix, parce qu'effectivement, la fixation du prix, il y a une notion de juste prix sur Blablacar. Tu peux nous expliquer? Le prix, nous, on conseille un prix, hein, enfin, on a toujours un rôle de conseil. Après, les conducteurs peuvent monter ou baisser leur prix. Donc, ça a toujours été un petit peu, ça a toujours fonctionné comme ça. On a aussi évidemment, le système, tu le connais, c'est que c'est un prix par place. Ouais. On avait essayé initialement, maintenant ça va faire presque 8-10 ans, on proposait la possibilité de donner un prix global à partager entre tous les passagers. Et alors ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que ça n'était pas utilisé. Enfin, en tout cas, quand tu avais un conducteur qui disait, bon, ben voilà, moi je fais, je sais pas, Paris-Lyon, et j'en ai pour 90 € de frais entre l'essence et le péage. Donc voilà, s'il y a un passager, ce sera 45 €. S'il y a deux passagers, ce sera 30 € par passager, plus le conducteur. Et voilà, donc il proposait de partager comme ça. Et à côté de ça, tu avais un conducteur qui proposait le trajet Paris-Lyon à 30 €. Et en fait, ce qui se passait, c'est que bah, quand tu proposes de partager le prix, le passager ne sait pas combien il va payer parce qu'il ne sait pas combien il y aura de personnes dans la voiture. Donc ça, c'est très, très, très inconfortable. C'est-à-dire que tu ne sais pas combien tu vas payer. Et alors, le pire du pire, c'est si le conducteur te dit non, c'est bon, vous êtes deux passagers, donc ce sera 30 € et que là, tu te pointes, tu arrives et en fait, il y a l'autre passager, il est annulé. Et Oui. toi, tu comptais payer 30 et tu payes 45. Donc en fait, la formule de partage de frais global quand le conducteur indique ses frais globaux, eh bien, elle n'a pas fonctionné et ces trajets-là étaient fuis. Donc, un conducteur qui proposait un montant global à partager, il n'arrivait pas à avoir des passagers, il n'arrivait plus. Et un conducteur qui proposait un prix par passager, c'est-à-dire que c'est lui qui prend le risque d'en avoir un ou deux ou trois, eh bien, lui, il arrivait à remplir sa voiture. Donc, on a arrêté complètement le système dans lequel le conducteur pouvait proposer l'intégralité des frais à partager entre les occupants de la voiture. Ah, d'accord, c'est intéressant. Donc, effectivement, il y a un prix qui ne va pas bouger, et puis, quel que soit le nombre d'occupants. Et en fait, quand tu achètes quelque chose, tu aimes bien savoir combien ça va coûter. Alors, tu Oui, vas me dire, il y a des exceptions à ça, c'est vrai, le restaurant ou des choses comme ça. Tu peux aller au restaurant, c'est pas. Enfin, c'est quand même marqué sur le menu combien ça va te coûter. La seule surprise, c'est combien ça va coûter exactement au bout quand tu cumules les différentes choses que tu as prises. Mais quand même, chaque prix de chaque plat est mentionné, mais tu payes à la fin. Mais autrement, le reste du temps, généralement, tu payes à l'avance et tu sais exactement combien tu payes. Et cette idée d'aller partager en fonction du nombre de passagers, en fait, n'était pas compatible avec cette volonté d'un passager de savoir exactement combien il va payer à l'avance. les prix qui sont fixés restent quand même dans l'ensemble, dans la fourchette. De toute façon, finalement, c'est aussi un marché d'une certaine manière, mais on reste quand même dans la fourchette de ce prix conseillé. Oui, parce qu'en plus, tu as une puissance de place de marché, si tu veux. Si Voilà, tu as un conducteur qui arrive et qui propose un trajet hyper cher, bah, en il va dehors de la rouler tout seul. Hein. en dehors du marché, quoi. Donc, il va se faire tout seul. Ouais. Bah oui, c'est ça. Donc, c'est assez vite vu. Je veux dire, tu proposes, je sais pas, un Paris-Lyon à 50 €, bah, tu vas rouler tout seul. Hein. Tant Ouais. pis. Parce que Bon. les autres sont à 25. Or, Voilà. l'intérêt de Blablacar, c'est aussi de rouler, enfin, d'être plusieurs pour échanger, se rencontrer. Enfin, donc, c'est ça qui est très bien. Mais ça, c'est intéressant, la fournie, enfin, le prix. Et alors, au-delà de ça, alors ce que je te dis, là, il y a un bémol, notamment dans le produit, on l'a mis, c'est que on te conseille un prix, mais on n'autorise pas à ce que tu puisses proposer plus de 50% de plus que le prix conseillé. Oui. Bien sûr. Voilà, parce que c'est aussi par principe, on veut quand même que tout le monde propose des prix à peu près
Ouais, puis c'est votre positionnement, c'est un Des mode prix raisonnables. Bah oui, parce que si tu te retrouves sur raisonnable. la plateforme avec des prix complètement dingues, même s'ils sont pas réservés, si tu veux, ça fait quand même pas beau dans les résultats, quoi. Non, ça c'est évident. D'accord. Bon, bah, écoute, Frédéric, on arrive à la fin de ce podcast. Comme tu dis, on pourrait continuer encore des heures. Mais enfin, merci beaucoup. Ouais. Il y a plein de choses très intéressantes, des choses qui, toi, t'ont semblé peut-être évidentes, mais qui, on verra dans les réactions des auditeurs, enfin, justement, vont leur faire prendre conscience de pas mal de choses. Comment… Ouais, c'est vrai que bah, à force de baigner dedans, on finit par développer des réflexes. Et alors, j'essaye de les synthétiser là, un petit peu, mais c'est sûr que c'est quand même le résultat d'années d'expérimentation. Ouais. Ouais, on sent que derrière, il y a beaucoup d'expérimentation. Bah, comme tu dis, ça a rassuré beaucoup de gens, mais beaucoup d'essais, de tâtonnements, d'erreurs, parce que tu disais la fixation du prix aussi. C'est pour ça qu'il faut être humble, faut être dans Ouais. des cultures un peu comme des chercheurs qui conduisaient des expériences dans les laboratoires. Il faut revenir à une culture expérimentale. Même si on a un modèle en tête, etc., une ambition. Alors justement, à ce sujet, pour finir, pour ouvrir un peu, comment tu vois l'évolution de Blablacar dans les prochaines années? Bah, là, on a déjà, enfin, l'ambition, hein, comme je disais, c'est d'être la marketplace du déplacement terrestre. Donc, déjà de pouvoir trouver du covoiturage, du bus et puis un jour du train. Et bon, on fait aussi les trottinettes en partenariat avec Voy, comme je disais. Donc, ça, c'est quand même déjà beaucoup de boulot parce qu'il faut intégrer tout. Donc là, on converge vers avoir une plateforme qui permet de tout faire. Donc ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, suffisamment copieux et ambitieux pour les mois et Ouais. peut-être 1 ou 2 ou 3 ans qui viennent. Donc après, je ne sais pas quel futur tu veux que j'envisage, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Ça a 5 ans, quoi. Là, c'est ça. En fait. ouais, c'est difficile de se projeter à 5 ans quand on a Ouais. la période actuelle avec le Covid et tout. C'est quand même Ouais, c'est vrai. compliqué. Mais bon, on va essayer. Non, après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours voir quelles sont les forces, Ouais. enfin, les atouts quoi, de n'importe quelle société. Les atouts de Blablacar, c'est une communauté de 100 millions de personnes dans 22 pays qui sont attachées à l'état d'esprit de partage et à la marque et à l'état d'esprit dans lequel on développe les services. Et au-delà de ça, évidemment, aujourd'hui, cette communauté-là, elle est complètement dédiée au déplacement. Cela dit, je ne sais pas, dans 5 ou 10 ou plus, dans 5 ou 10 ans, tu peux te dire, bah, c'est une communauté qui peut peut-être faire autre chose que des déplacements. C'est ça, si Tout à tu veux. fait. Bah, ça, c'est la force d'une marque, hein, bien sûr, Ouais. qu'a construit une communauté, et puis aussi d'une marque. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, parce qu'on a lancé Blabla Help, tu sais, qui était un service d'entraide entre voisins. Ouais. Et ça a vachement bien marché. C'était juste la communauté Blablacar de gens qui s'entraidaient, qui allaient faire les courses pour leurs voisins et qui allaient leur ramener ce qu'il leur fallait, soit parce que certains ne pouvaient pas sortir et d'autres pouvaient, soit parce que, enfin, pour n'importe quelle raison. Mais en tout cas, il y avait un sentiment d'entraide dans la communauté Blablacar qui était très fort grâce à ce lancement de cette plateforme-là qu'on a développé en enfin, ouais, j'allais dire quelques jours, mais je crois que c'est quand même quelques semaines. On a dû mettre 10-12 jours, quoi. Non, mais alors, tu donnes des bonnes idées ou des idées à des entrepreneurs ou alors des opérateurs de marketplace ou de business qui veulent faire évoluer leur business. C'est effectivement de se dire, mais quelles sont les valeurs de ma marque? Et finalement, ma marque, demain, qui a construit une communauté, elle peut construire, surtout enfin, autour de la confiance, etc., d'autres offres, peut-être, qui ne sont pas Mm. forcément de la mobilité. Et ça me paraît très intéressant. Mais écoute, merci beaucoup, Frédéric, de ton temps. Donc, vous retrouverez cet épisode des Experts Marketplace sur Apple Podcast, sur SoundCloud, Deezer, Spotify, et puis également sur marjorie.io. Donc, voilà, je vous encourage à pouvoir me suivre et puis eh ben, continuer à surtout vous inspirer de ce que nous a raconté aujourd'hui Frédéric. Merci Frédéric. Merci Alexandre, et puis à bientôt.